fait, on était un petit peu obsédé par la capacité à faire tenir les jeux dans la mémoire, qui était très très limitée. On avait la même limitation pour faire tenir sur la disquette. On était aussi obsédé par ce qu'on appelait le framerate, c'était le nombre d'images par seconde. Voilà, donc c'était vraiment une programmation assez peu orthodoxe par rapport au canon de la programmation telle qu'on l'apprend dans les écoles. On essayait par exemple sur les disquettes, tout était compressé, donc on avait nos propres mécanismes de compression très simples, mais qui compressaient les données pour faire rentrer l'ensemble de... le challenge, c'était d'arriver à faire tenir tout sur une seule disquette, parce qu'on trouvait quand il y a un jeu avec 2 disquettes, c'était déjà pas bien. On utilisait, je pense qu'on le fait encore, des techniques, ce qu'on appelle les techniques d'overlay, ça veut dire que quand la partie menu est en mémoire, elle est substituée en mémoire ensuite avec la partie du jeu, pour tenir dans la mémoire. Des choses comme... il y a des instructions interdites, beaucoup d'instructions interdites qui étaient des instructions consommatrices. Donc on était vraiment obsédé par la consommation de ressources mémoire, de ressources processeurs, je veux dire. En particulier, s'il y en a quelques-uns les gens qui ont appris dans les écoles, on appelle des fonctions ou des routines, on passe les paramètres sur un stack, et puis on les récupère dans la routine pour fonctionner sur ces paramètres. Ça, c'était absolument interdit. Interdit parce que ça passe par... le stack passe par de la mémoire. Or, la mémoire... accéder à la mémoire, entre le processeur et la mémoire, ça veut dire un échange sur le bus qui est très très consommateur sur des machines comme le ST en particulier. Donc en fait, on essayait de travailler entièrement sur les registres. Donc une fois qu'on avait initialisé les données dans les registres, on essayait au maximum de travailler sur les registres de données et même sur des registres d'adresses qu'on utilisait comme registre de données aussi pour avoir un volant de registre plus important. C'est des techniques un peu orthodoxes par rapport au canon de la programmation, mais qui étaient très efficaces. On travaillait aussi, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, on n'avait pas de processeur de véhicules flottantes. Donc faire des calculs entièrement en entier, ce sont des calculs... donc par exemple, on ne faisait jamais de division. La division, c'est une instruction bannie, parce elle est très longue, donc on ne l'utilisait pas, donc on ne faisait que des décalages. Décalage en multiplication, décalage en division, donc ça veut dire à chaque fois qu'on travaille sur une variable, on doit avoir la conscience des limites de la valeur qu'elle peut prendre. Sur une machine comme le ST, une machine pseudo-adressage 32 bits, mais adressage 16 bits, en fait on avait 2 puissance 32, 2 milliards, on avait, je pense que c'était 2 milliards, ouais, une valeur entière ne pouvait pas prendre plus de 2 milliards. Si elle dépasse 2 milliards, elle repasse à moins 2 milliards d'un seul coup, ce qui peut avoir un effet complètement destructeur dans le jeu. Donc à chaque fois qu'on manie une variable, on doit avoir la conscience que cette variable, on sait qu'elle ne pourra jamais dépasser cette valeur. Quand on travaille sur un moteur physique un petit peu, dans Vroom, il y avait un petit moteur physique où on a des chocs qui créent des variables qui peuvent se changer de façon importante en très peu de temps. Il faut avoir toujours la maîtrise des limites de la variable. Donc c'est des techniques un petit peu spéciales qu'on utilisait. Pas de jump, mais des branches. Parce que les jumps, c'est plus long, ça fait référence à une adresse. Des branches, c'est relatif à l'adresse où on est actuellement. Et il vaut mieux faire 2 branches pour passer en plusieurs fois à une adresse que de faire un seul jump, par exemple. Enfin, c'est des techniques toutes bêtes. On avait la liste des instructions à ne pas utiliser. Et on s'y tenait, en fait. Et pour le framerate, le framerate, c'est la capacité à faire 30 images par seconde. Et nous, dans le cas de Vroom, on était très attachés à ce qu'on ait un jeu très, très réactif, puisque derrière, c'est la sensation du joueur, la capacité du joueur à maîtriser le jeu qui en dépend. Donc on était d'une vigilance peut-être même un petit peu trop, un peu trop. On a passé beaucoup de temps à faire ce jeu parce qu'on était très perfectionniste de ce point de vue-là. Et des fonctions d'affichage
que j'ai écrites ont été réécrites par Jean-Luc Langlois qui, alors que je pensais que j'avais été au bout de l'optimisation, elles étaient réoptimisées et on trouvait toujours des moyens d'accélérer l'affichage, la vitesse d'affichage. Et ça peut faire une différence. Dans le cas de Vroom, ça a fait une différence très importante puisque ce jeu était réputé pour étant le jeu le plus rapide avec la capacité d'affichage qu'il avait en fait. Un jeu comme Vroom a été développé avec 2 programmeurs et demi, 3 programmeurs et un graphiste. Donc il y avait moi qui étais à l'origine du projet, c'était pas mon métier en fait, je faisais ça en tant que hobbyiste après mon travail. Et puis il y avait 2 programmeurs de l'Encore, un qui était surtout consacré aux outils, générateur de circuits, des choses comme ça. Puis un qui était Jean-Luc Langlois qui s'occupait de tout ce qui était optimisation et intelligence artificielle, et moi qui ai fait le reste, disons. Donc en fait un jeu comme Vroom se faisait à 3 personnes, bon, il a mis beaucoup de temps à se faire, et un graphiste. Donc à comparer aux ressources pléthoriques que l'on a aujourd'hui pour faire des jeux vidéo, c'est tout à fait hors de proportion. Et si je prends la première version de Vroom qui s'est faite sur QL, je l'ai faite toute seule, programmation, graphisme, musique, son, en 6 mois, tout seul à la maison. Donc voilà, ça donne une idée de l'investissement qu'il y avait. C'était des projets qui étaient maîtrisables. Et quand je regarde aujourd'hui la documentation que l'on a écrite pour faire Vroom, j'ai des cahiers avec des choses manuscrites, j'ai pas de documentation consistante, puisqu'en fait on était 3, on se parlait. Le code, on le possédait par cœur, on n'avait pas besoin de documentation. Il y avait quelques échanges qui se faisaient. En plus, on ne travaillait pas ensemble, puisque je ne travaillais pas, c'était pas mon métier. Donc on se rencontrait le week-end, on échangeait, on faisait quelques notes de papier griffonné. En fait, j'ai que des notes de papier griffonné sur Vroom pour dire ce qui reste. Quand je regarde la documentation de conception, il n'y a pas de documentation de conception, il y a juste des échanges entre personnes. Voilà. Mon expérience de développement sur console, elle porte sur la PlayStation 1, on disait la PSX ou la PS1 après. Donc c'est très intéressant parce qu'on avait une machine qui était très en retrait de ce que c'était un PC à l'époque. Donc elle était en concurrence, on sortait des jeux sur PC, on sortait des jeux sur PlayStation. Et cette machine était une machine à un processeur 33 MHz, une mémoire ridicule, une capacité 3D ridicule, et il n'y avait pas de processeur de virgule flottante sur cette machine, alors qu'on en avait dans les PC, et il fallait sortir des jeux sur cette machine qui était moins beau que sur le PC, mais qui devait rivaliser avec la qualité des jeux sur PC. Donc c'était vraiment un challenge. Je pense que tous les gens qui ont travaillé sur PS1 et qui ont fait des jeux 3D un peu sophistiqués, ils ont été confrontés à des limitations extrêmes de cette machine auxquelles on ne peut même pas penser aujourd'hui. On travaillait vraiment en overlay de mémoire. On ne pouvait jamais avoir tout en même temps. C'est pour ça que de temps en temps dans les jeux PlayStation, il y avait des arrêts et puis des chargements parce qu'on rechargeait depuis le CD des morceaux de code. Et donc c'était vraiment difficile. Je parle pas de Vroom là, mais je parle des jeux que j'ai fait ensuite, Official Formula One Racing par exemple sur PlayStation. C'était extrêmement difficile parce que on avait un vrai moteur physique cette fois-ci dans un jeu de Formule 1 par rapport à Vroom, ça n'avait aucun rapport. Donc faire un moteur physique sans processeur de virgule flottante, c'était vraiment une difficulté très importante. Et pourtant, la PlayStation, elle avait des qualités. Il y avait des jeux qui étaient jolis, je pense à nos jeux, mais il y avait les jeux de Formule 1 de Psygnosis à l'époque, étaient F1 97, je pense, ou des jeux comme ça, qui étaient des jeux de qualité. Et il y avait vraiment une très grande difficulté par rapport à ce qu'on connaissait sur le PC à l'époque.
Voilà, c'était un petit peu comme, c'était même pire que sur le ST. Sur le ST, on avait de la mémoire, on avait une capacité d'adressage de 32 bits, comme sur un mini ordinateur professionnel, alors que sur la PlayStation, on avait des capacités d'adressage limitées, un processeur spécifique qu'on ne maîtrisait pas, on travaillait en langage C, et des limitations, pas de virgule flottante, un processeur d'une rapidité médiocre, une capacité 3D extrêmement limitée. On devait travailler sur les polygones en premier plan étaient très difficiles parce qu'ils se fractionnaient et on voit dans les jeux quelquefois des sauts de polygones au premier plan sur la PlayStation qui sont pas très jolis à voir. Moi, j'ai commencé les jeux vidéo plutôt par frustration de ne plus programmer en tant que programmeur initialement, puisque c'était plus ma responsabilité dans mon travail. Donc je me suis dit, bah, il y a des petits ordinateurs qui sortent, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Et, et, et mon projet initial, quand j'ai acheté un QL, en fait j'ai acheté un QL en disant, j'avais vu pole position sur une borne d'arcade, et je me suis dit, mon projet, c'est de faire la même chose. Voilà une machine qui semble avoir des capacités. Mon projet, c'est de faire la même chose sur le QL. Ce que j'ai fait, pas aussi bien d'ailleurs, mais parce que la machine avait quand même quelques limitations. Voilà, donc c'était ça ma motivation. Et ma motivation quand même, elle n'est pas seulement que programmation, puisque moi je suis très très intéressé par les images en général. Je suis pas collectionneur de jeux vidéo ni d'ordinateurs, mais je suis collectionneur de peinture. Et je suis très sensible aux images. Donc en fait, ce qui m'a beaucoup intéressé et ce qui m'a extrêmement motivé, c'est de partir d'une surface plate, un écran, et de l'animer, de recréer la vie à l'intérieur. Je pense qu'il y a toujours ce côté prométhéen d'à partir d'une image de créer une image virtuelle, de faire rentrer les personnes dans un monde en 3 dimensions, alors que c'est qu'une image plate en fait. C'est de la... c'est tout fake, on dit en français fake, c'est que de la... c'est que tricher quoi, je m'exprime pas bien, mais... Donc c'était ça ma motivation. J'avais pas seulement une motivation de programmation, parce que je savais le faire, mais j'avais une motivation de programmation artistique un petit peu, on peut dire. On peut dire ça. Voilà, donc je pense que c'est un peu, peut-être un peu différent de personnes qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, comme Frédéric Reynal ou Eric Chahi, qui étaient des gens qui découvraient, qui avaient une volonté peut-être de... En même temps qu'ils découvraient la programmation, ils découvraient le graphisme, ils découvraient tout. Moi, la programmation, je savais ce que c'était. J'avais une démarche un petit peu différente. Mais j'ai commencé cette démarche en tant que hobbyiste. Mon but, c'était pas de faire du jeu vidéo, en fait. Donc j'ai fait Vroom sur QL, ça m'a pris 6 mois. Il a été édité, il a marché comme marchaient les jeux sur QL, c'est-à-dire pas beaucoup. Et puis est arrivé le ST et je me suis dit, bah, ce que j'ai fait sur le QL, voilà, je vais le refaire sur le ST. Donc j'ai acheté un ST, j'ai commencé à développer Vroom ST sur... et 6 mois après, j'avais un jeu qui tournait et je me suis dit, mais en voyant la qualité des jeux qui sortaient à ce moment-là, Speedball, d'autres jeux qui étaient à un niveau que je n'arrivais pas à atteindre tout seul, je me suis dit, il faut vraiment que, si je veux faire quelque chose qui soit au niveau de ce qui sort sur le marché, que je contacte des gens que j'avais rencontrés quand j'avais fait Vroom sur QL, qui étaient les gens de l'Encore, Jean-Luc Langlois et Christian Drouin, à qui j'ai proposé de faire de la coédition, en fait, tout en gardant mon métier, en travaillant de façon les week-ends, les petites vacances, de travailler avec eux parce que je voulais atteindre un niveau de graphisme que je ne pouvais pas faire seul, un niveau sonore que je ne pouvais pas faire seul, etc. Donc on a commencé à travailler comme ça fin 87, par là.
Et moi travaillant les week-ends et puis de vacances, eux étant très mobilisés sur des jeux comme Mordville Manor et Mopiti Island. Donc Vroom était toujours un projet sur lequel on travaillait, mais qui n'était pas la priorité. Et c'est vraiment lorsqu'ils ont fini Mopiti Island qu'on s'est vraiment consacré à terminer ce jeu. Et c'est pour ça qu'il a mis si longtemps et qu'il est sorti qu'en octobre 91, finalement, après beaucoup d'attentes. Voilà, donc je suis venu au jeu comme ça. Et puis j'ai arrêté le jeu vidéo parce que ça m'avait vraiment bouffé mes week-ends, mes petites vacances. Mes enfants ont commencé à me dire oh, tu finiras jamais. Puis ma femme était un peu disant quand est-ce qu'on va en vacances, etc. Donc j'ai dit j'arrête le jeu vidéo. Voilà, j'ai arrêté, totalement arrêté. J'ai acheté un bateau avec les royautés de Vroom. J'ai été me promener en bateau plutôt que de faire du jeu vidéo. Et puis en 95, j'étais dans une société qui avait des difficultés. Ça faisait 20 ans que j'y étais, j'avais 50 ans. J'avais la capacité à partir dans des très bonnes conditions et je me suis dit, si tu ne le fais pas maintenant, c'est le moment de le faire. Donc j'ai recontacté l'Ancor en disant, est-ce que ça vous intéresse que je vous rejoigne? L'Ancor était un petit peu tombé à l'époque, donc oui, ça les intéressait. Donc j'ai effectivement quitté ma profession d'ingénieur pour rejoindre l'Ancor en 95, fin 95 et relancer la société sur de nouveaux projets. Et donc là, j'ai effectivement plongé pendant 6 ans dans les jeux vidéo, complètement. Avec des générations de jeux comme Official Formula One, F1, World Grand Prix, Warm Up et Ski Park Manager, qui est le dernier jeu de l'Ancor. Oui, donc si on regarde cette industrie du jeu vidéo, on peut effectivement considérer que le mot industrie était un grand mot, puisque c'était pas vraiment une industrie, à mon avis, c'était un travail de passionné essentiellement, et qui était en plus soumis à des crises cycliques qui sont arrivées effectivement tous les 3-4 ans, qui étaient des crises liées au phénomène de remplacement de génération d'ordinateurs. Donc il y a eu la première crise liée aux premières machines, mais bon, là il n'y avait pas vraiment encore un marché. Donc ensuite il y a eu toute la génération de ST Atari et puis la fin du ST Atari avec un passage au PC et à la PlayStation difficile pour certains. Et ce qu'il faut voir, c'est que et ça a continué ensuite avec le passage fin 2001, là, le passage vers les PS2, vers les Xbox, où beaucoup de sociétés n'ont pas survécu, dont l'Ancor. Ce qu'il faut voir, c'est que pour un éditeur, en fait, pour un éditeur, l'année de sortie d'une console, c'est une année très, très spécifiques où ils doivent concentrer leurs investissements sur des titres phares. Alors, généralement, on disait une console sort avec 12 jeux qui la portent. En fait, il y en a peut-être 2-3 qui sont majeurs, mais et chaque éditeur majeur veut avoir son jeu parmi les 10 qui vont porter la console et va mettre tous ses investissements, et ben, ils sont limités, sur ce jeu, en fait. Et donc pour des petits studios comme l'était l'Ancor, comme l'était d'autres, c'est des périodes de vache maigre parce que on n'a pas la surface, on n'a pas la crédibilité suffisante, même si on est talentueux, pour porter les développements d'un éditeur, et ils vont se rabattre sur des studios soit en interne, soit sur des studios plus gros en fait. Et dans ces 2-3 années qui sont difficiles à passer, les éditeurs nous confient des tâches alimentaires, des jeux qui doivent être qui n'ont pas d'ambition en fait, qui sont soit basés sur des technologies qu'on maîtrise mais de la reproduction, qu'on doit faire très vite, à peu de frais, et ce qui n'est pas forcément du goût des programmeurs et des artistes que l'on a. Donc c'est toujours des passages difficiles, c'est des passages où généralement, enfin tous les 3-4 ans, les quelques studios, ou de nombreux studios, comme en 2001, il y en a 14 en France qui ont fermé, ne passent pas la crise en fait. Mais
Mais comme c'est une industrie où il y a toujours beaucoup d'entrants et beaucoup de sortants, où il y a de la créativité, où le talent est, les gens sont talentueux, donc les curieux, et donc il y a des jeunes, plus jeunes, plus fous que les précédents, qui vont travailler 6 mois gratuitement parce qu'ils ont le projet de réussir et ils vont développer en fin d'études un jeu qu'ils vont présenter à l'éditeur. Il est fait aux 3/4, donc ils vont créer leur société. Ils vont repartir comme est parti là encore 10 ans avant, et ils vont avoir du succès, et peut-être ils passeront la prochaine crise ou ils passeront pas la prochaine crise. Mais ce qu'il faut regarder, c'est peut-être le bilan global vu d'un studio de développement. Moi, j'ai travaillé dans l'industrie informatique depuis 70, dans la vraie industrie informatique, et je regarde les modèles économiques que l'on manie. Moi, je suis dans une société de services où je suis vendu à un tarif intéressant pour mon patron, à un client tous les jours. Quand je regarde les tarifs auxquels nous payons les ingénieurs dans cette industrie, quand je regarde les tarifs auxquels je suis vendu, et les tarifs auxquels on payait les jeunes ingénieurs beaucoup plus talentueux, les jeunes programmeurs beaucoup plus talentueux, et les artistes dans les jeux vidéo, il n'y a pas comparaison. En fait, ça n'existait en tout cas, parce que je ne peux pas parler maintenant, ça n'existait dans les années 90 que parce qu'il y avait des jeunes passionnés qui étaient prêts à partager une aventure, à être moins bien payés que s'ils avaient été dans l'industrie informatique classique. Ils étaient prêts à faire ce sacrifice-là parce qu'ils étaient motivés, passionnés par le jeu vidéo en fait. Mais que si on avait dû payer les gens en fonction de leur talent, leur réel talent, comme on les payait dans l'industrie classique, la vraie industrie informatique, le modèle économique du jeu vidéo ne pourrait pas fonctionner en fait. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment une industrie, mais c'est un peu comme une industrie artistique où il y a de la passion, il y a de la volonté de se dépasser et puis j'ajoute que dans la situation du studio de développement qui est au bout de la chaîne en fait de toute la production en fait, de la commercialisation, il y a le studio de développement qui se fait payer, ensuite il y a l'éditeur, ensuite il y a le distributeur, ensuite il y a la boutique. On est vraiment en bas de la chaîne et c'est pas forcément la meilleure place pour gagner de l'argent dans tous les métiers d'ailleurs, je pense. Mais voilà. Donc à l'époque, je ne sais pas si c'est comme ça aujourd'hui, mais je pense pas que l'industrie globalement du jeu vidéo gagnait de l'argent. En fait, moi je l'ai vu pendant que j'étais dans le jeu vidéo, je l'ai vu se concentrer. Donc beaucoup de gens qui ne se faisaient racheter par d'autres. Et le périmètre changeant tellement tout le temps, le périmètre des éditeurs étant jamais le même d'une année sur l'autre, que les comparaisons sur est-ce qu'ils gagnent de l'argent, est-ce qu'ils ne gagnent pas de l'argent, étaient difficiles à faire. Et en plus, on était dans ces années, fin des années 90, début des années 2000, on était dans la bulle Internet où il y avait... ce n'était plus raisonnable. Enfin, il y avait des entrées en bourse qui n'étaient pas fondées et je pense que globalement beaucoup d'argent est rentré dans le jeu vidéo pour le faire exister, mais je ne suis pas sûr que globalement cette industrie-là rapportait vraiment de l'argent. En tout cas pas pour les développeurs, parce qu'on gagnait bien notre vie, mais c'était pas au rapport du travail qu'on fournissait, ça c'est clair. Oui, alors il y a un autre aspect, c'est que un studio de développement, là encore, quand on était vraiment installé avec une production régulière, on avait un peu plus de 20 personnes, on était un peu plus de 20 personnes. Donc c'est quand même déjà des structures qu'il faut alimenter, payer régulièrement, il faut des rentrées d'argent. Et même si les gens n'étaient pas forcément payés à leur vrai talent, je pense, parce que dans une vraie industrie, ils auraient été mieux payés. Le statut qu'on pouvait adopter en tant que studio de développement de jeux vidéo était un statut Syntec lié à une SS2I informatique classique. Ce qui ne nous permettait pas
d'utiliser des gens, comme on le fait dans le cinéma en particulier, parce qu'on travaille sur des projets importants qui vont nous mobiliser pendant plus d'une année, minimum une année et demie pour faire un jeu. Donc c'est beaucoup d'investissement et sans la capacité de prendre des gens sur ce projet. Donc on a besoin de beaucoup de personnes à un moment donné. Et puis derrière, il faut assurer le projet qui va suivre. Et c'est très rapidement, un trou de 2 mois est difficile à passer. Donc c'est mobiliser beaucoup de ressources. Donc pour ça, on est obligé de prendre des ressources. On était obligé de prendre des ressources permanentes, parce qu'on ne pouvait pas engager les gens selon un statut qui est celui des projets de cinéma, par exemple, qui est le statut intermittent. Donc on n'a pas la souplesse, on avait la contrainte de l'industrie standard pour une structure de production qui était très proche de celle du cinéma. Donc on aurait dû avoir, à mon sens, la capacité d'engager les gens sur des projets, comme le fait le cinéma, ce qui n'était pas le cas en fait. Maintenant, je pense que les initiatives de garder, préserver, sont aussi des bonnes initiatives, mais est-ce que le jeu vidéo est un art? Je ne sais pas. C'est un artisanat, disons, quand même. Pas vraiment un art, mais... Je pense qu'on vit dans un monde de patrimonisation de tout, en fait. Si je regarde Paris, c'est une ville musée, donc on a tendance dans nos sociétés postmodernes à tout vouloir conserver et donc à transformer beaucoup de choses en musée de tout en fait. Et non, vraiment, j'ai vraiment confiance que nos sociétés qui a tendance à regarder beaucoup dans le passé et pas trop se projeter dans l'avenir, va préserver ça. J'ai pas trop d'angoisse et je suis sûr qu'effectivement une association comme MO5 va réussir à intéresser des services publics pour se transformer ce qu'est une initiative d'association en un musée soutenu, etc. Je pense que ça va se passer, oui. Je leur fais confiance. En fait les émulateurs, c'est pas arrivé avec les jeux vidéo. Ça existait déjà dans l'industrie il y a longtemps, l'industrie informatique. Quand j'étais dans les années 70, je travaillais sur des mini-ordinateurs. C'était avant les micros. Et c'était nouveau, c'était très 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 moderne par rapport aux mainframes, aux gros ordinateurs IBM, qui fonctionnaient d'une façon qu'on trouvait tout à fait lourde, alors que nous on avait des terminaux interactifs, on était en temps réel, etc. Alors qu'eux, ils mettaient des cartes dans des bacs et ça avalait des cartes. Nous, on travaillait déjà sur des écrans interactifs et j'ai travaillé en tant qu'ingénieur. J'ai développé dans les années 70 un émulateur de bac à cartes IBM. C'est-à-dire que les gens, au lieu de faire perforer les cartes par des perforeuses de cartes, ils rentraient leur texte avec un éditeur interactif sur un écran. C'était formidable. Et puis, ils soumettaient leur job de façon interactive et ils recevaient le résultat de façon interactive dans leur compte. Donc, c'était tout à fait... c'était une démarche de simulation. Mon programme remplaçait un meuble qui faisait 2 mètres sur 2 mètres d'IBM. Et chaque utilisateur pouvait faire comme si, faire le même travail, mais il le faisait depuis son poste de travail. Donc déjà, dans les années 70, on émulait, on avait l'idée de dire, ce qu'on faisait avant avec des grosses machines, on va l'émuler avec des terminaux interactifs. Donc c'est une démarche naturelle de vouloir reproduire, utiliser un environnement pour simuler un autre. À partir du moment où on a plus de puissance, plus de facilité, c'est naturel, on va le faire. Aujourd'hui, si je parle de l'industrie plus récente, vous êtes au courant de ce qu'est que la virtualisation. Aujourd'hui, sur des serveurs, on fait tourner plusieurs environnements, plusieurs machines Windows simultanément.
dans des environnements complètement étanches, mais sur la même machine, avec chaque environnement n'est pas au courant qu'il y a un autre environnement qui tourne à côté. Donc c'est aussi, en fait, moi ce que j'ai appris dans l'informatique, c'est qu'on ne faisait que d'ajouter des couches. Donc on a rajouté une couche de virtualisation qui transforme une machine qui normalement était faite pour tourner sous Windows Server, on la transforme en tournant simultanément N environnements Windows Server ou N environnements Linux, sans que chacun des environnements Linux croit qu'il fonctionne, qu'il est tout seul sur la machine. Il n'est pas au courant qu'il y en a d'autres qui fonctionnent à côté. Donc c'est une démarche naturelle et c'est normal que une fois qu'on ait des PC plus puissants, on s'est dit bah, je peux émuler le fonctionnement d'un ST, je peux émuler, et je trouve que c'est bien de le faire. Enfin, donc de ce côté-là, on ne peut pas empêcher de le... Enfin, c'est une démarche naturelle. Donc ensuite, le fait qu'on ait maintenant ces émulateurs, pour justement un des dangers de la préservation, c'est le fait que bah, les machines, les disquettes s'usent, les machines s'usent, elles ne fonctionnent plus. Donc tant qu'on peut recréer l'environnement sur une nouvelle machine plus récente, ça préserve effectivement la capacité à avoir des logiciels qu'on ne peut plus faire tourner parce qu'on n'a plus la machine, parce que le moniteur est tombé en panne, parce que l'alimentation est tombée en panne, et des choses bêtes comme ça. Et donc, bon, c'est bien de pouvoir le faire. C'est bien. Maintenant, personnellement, j'ai effectivement fait tourner des émulateurs pour voir les jeux que je connaissais, mais je n'ai jamais été un grand joueur en tant que tel. J'ai plutôt intéressé par concevoir que par jouer. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, j'ai pas effectivement utilisé beaucoup d'émulateurs, mais je sais que parmi la génération de mes enfants, ils ont tous rejoué à leurs jeux favoris ST et Amiga sur des émulateurs PC, ça c'est clair. Ouais. Je pense effectivement que le rétro gaming, c'est un phénomène qui va continuer, puisque généralement les gens, quand ils atteignent 30 ans, 34 ans, ils commencent à avoir une nostalgie de ce à quoi ils ont joué quand ils avaient 14, 15, 17 ans. Donc ils salivent sur des choses qu'ils avaient un petit peu commencé à oublier et qu'ils retrouvent avec délectation. Moi j'ai fait la même chose avec la musique des années 60. Voilà, donc je pense que enfin, alors je suis pas sûr que les gens qui ont salivé entre 34, 35 et 40 ans sur les jeux de leur adolescence, à 50 ans, ils vont encore s'en occuper. Mais je pense qu'il y aura de nouveau des gens de 30 ans qui vont avoir une petite nostalgie sur leurs années d'adolescence et qui vont faire du rétro gaming sur la génération suivante. Donc ça va continuer, mais c'est un marché de deuxième génération, comme la musique des 60s, etc. Enfin, il y a un marché en ce moment de ça. Voilà, alors il y a des gens qui font de l'argent avec, bah, c'est bien. Ils doivent faire quelque chose, ils doivent le mériter d'une certaine façon, puisqu'ils s'en occupent, ils travaillent. Enfin, Maintenant, est-ce que les œuvres, une fois... Après, c'est les musées. L'étape suivante, c'est effectivement les musées, la conservation. Et peut-être que ceux qui se sont rappelés de leur jeu quand ils avaient 30 ans, 35 ans, peut-être à 50 ans ou 60 ans, ils vont devoir avoir une deuxième nostalgie, peut-être. Et ce sera dans les musées qu'ils vont la trouver à ce moment-là, j'imagine. Mais je pense qu'il y aura toujours un peu comme la musique ou comme le cinéma, il y a toujours une vague 25 ans après ou 20 ans après de ce qui s'est passé, quoi. Oui, je suis optimiste en fait. Je suis même très optimiste sur le fait que on va peut-être perdre des petites choses, mais pas grand-chose. Et que des initiatives associatives vont se transformer
en vrai musée. Je pense que ça va se faire, oui. Je vais pas revenir sur le monde postmoderne, mais c'est un peu comme ça que vit notre monde un peu hyper civilisé, c'est de préserver, attacher une grande importance au passé, faire des musées. Il y a des musées de tout, donc je pense que là, en plus, ça vaut le coup de le faire parce que c'est quelque chose qui est très périssable, en fait.